Série-Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec la scénariste Anne Landois. Engrenage, saison 3, saison 4, saison 5 et saison 6, c'était elle. Et c'est avec une nouvelle série policière qu'elle est de retour sur nos écrans, La Promesse, à découvrir sur TF1 et sur Salto. Je m'appelle Eva et je suis férue de séries, mais ça vous le savez, et je concède aimer particulièrement les séries policières, les britanniques, les américaines, les scandinaves aussi. En France, une série m'a marqué, et ça aussi vous le savez si vous suivez Série-Land depuis le début, Engrenage. Au générique de plusieurs saisons est apparu le nom de Anne Landois, scénariste dans un premier temps, directrice d'écriture dans un deuxième. Alors quand son patronyme est apparu en tête de la nouvelle création de TF1, autant vous dire que je me suis précipitée sur les 6 épisodes de La Promesse, portés par Sophia Essaidi et Olivier Marchal notamment. Départ pour les Landes, en pleine tempête de 1999, une fillette disparaît, Pierre Castin mène l'enquête, une enquête qui va bouleverser sa vie. 20 ans plus tard, une affaire du même type est confiée au capitaine Sarah Castin. 2 affaires, 2 époques, 2 enquêteurs et un lien indéfectible entre ces 2 êtres. Mais pourquoi Anne Landois aime tellement cet univers des faits divers, de la police et de la justice ? Où puise-t-elle son inspiration ? Comment vit-on au quotidien avec ces personnages si sombres ? Série-Land, épisode 37. Bonjour Anne Landois. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je viens d'énoncer à peine 3 questions parmi la centaine que j'ai déjà envie de vous poser. J'espère que vous avez un peu de temps pour nous. J'ai du temps pour vous, on peut y aller. La Promesse, c'est une série policière avec une enquête, voire plusieurs enquêtes. Et puis c'est aussi et surtout la relation entre un père et sa fille, qui sont tous les 2 policiers, Pierre et Sarah Castin. Dans le premier épisode, on découvre donc Pierre Castin, incarné par Olivier Marchal. Il est face à un suspect, Serge Fouquet, confrontation. Tu sais quoi devant sa photo? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me rend triste pour ses parents, voilà, c'est tout. Tu la connaissais, Charlotte? Elle venait régulièrement chez toi voir tes chiens. Elle disparaît et toi t'as juste de la peine pour ses parents. Je me mets à leur place, quoi. Bah, c'est moche, non? Ouais, c'est moche, ouais. Moi, je crois surtout que tu te fous de ma gueule, d'accord? T'en as rien à foutre. C'est pas vrai. J'en ai pas rien à foutre. La preuve, quand j'ai appris qu'elle a disparu, j'ai participé aux recherches. Pour commencer, Anne Landois, est-ce que vous vous souvenez des premiers mots écrits quand vous concevez La Promesse ? C'était quand ? C'était où ? Alors oui, j'ai présenté ce projet d'abord sous la forme d'une note d'intention et je l'ai écrite pour la première fois de ma vie à la première personne du singulier. Ça m'était jamais arrivé. D'habitude, je présentais toujours un projet en parlant des héros, en parlant d'un contexte particulier. Et ben là, j'ai parlé de moi. J'ai parlé d'abord de la tempête de 99, de là où j'étais, de ce moment très particulier en fait dont tout le monde se souvient à peu près parce qu'on a tous le souvenir de quand il y a des moments historiques comme ça assez marquants de l'endroit où on se trouvait. Et j'ai brodé après, à partir de là, j'ai développé en fait ce qui m'intéressait dans ce projet, à savoir une enfant qui disparaît au cours d'une tempête et que personne ne va rechercher normalement à cause de la tempête, qui va non seulement tout effacer, mais qui va préoccuper à la fois les enquêteurs, surtout les policiers qui sont en charge de protéger les populations. Et puis parce que personne ne se dit que dans les Landes, dans un petit village, il peut y avoir un rôdeur qui enlève une petite fille. Donc la nature même de cette disparition n'est pas liée au départ à un prédateur sexuel ou à un pédophile, mais plutôt à cet événement de naturel, quoi. Qui vous avait profondément marqué pour que ça devienne le point de départ de cette nouvelle série ? Alors, ça m'a marqué. Bizarrement, moi, j'ai pas été plus touchée que ça parce que j'étais à Paris, mais c'est surtout le lendemain. Je me souviens très bien, j'étais à Paris, il y avait beaucoup de vent, je me demandais un peu ce qui se passait. J'étais dans mon lit en train de me dire quand même ça souffle. Et en revanche, le lendemain, mes parents m'ont appelé pour me dire les arbres, quels arbres dans le jardin étaient tombés. Et puis, j'ai vu ces images de régions mais dévastées. Et ça m'a vraiment marqué énormément et surtout
tous les arbres qui étaient tombés. Et comme vous l'avez vu dans la promesse, La forêt est extrêmement un présente. personnage, exactement. Et les disparitions d'enfants, la forêt. En fait, c'est comme s'il y avait un pulse qui s'était un peu mis en place à partir de ce qui, moi, me motive aussi depuis des années pour écrire, le polar, l'enfance maltraitée. Il y a quelque chose qui s'est assez naturellement mis en place pour raconter cette intrigue. C'est-à-dire que plusieurs éléments qui vous sont arrivés au cours de votre vie, tout d'un coup, prennent vie dans cette histoire de la promesse. Mais là, par exemple, la tempête de 99, à quel moment elle ressurgit en vous, en fait ? À quel moment vous dites, tiens, ça peut être un ressort pour une série ? Vous l'aviez toujours en vous, en fait ? Non. Ce que j'avais en moi, c'était la double temporalité. Et c'était l'enquête, en fait, le vrai point de départ, pour tout vous avouer. Le vrai point de départ de la promesse, c'est une enquête qui n'aboutit pas. Et c'est exactement ce que je n'ai jamais réussi à faire dans Engrenage. Et pour cause, dans Engrenage, on part d'un cadavre et il y a une enquête qui est conduite par notre équipe de flics avec les relations entre les magistrats et les avocats. Mais à la fin, en fait, l'enquête policière est résolue. C'est conclu, exactement. C'est conclu et la justice a fait son œuvre. Plus ou moins bien, mais en tout cas, la justice est passée. J'ai rencontré beaucoup de policiers dans Engrenage qui m'ont énormément aidé. Je me suis beaucoup inspirée aussi à la fois de leur façon de parler, de leur façon de travailler. C'est ce qui donne aussi le côté très réaliste de cette série. Mais j'ai toujours gardé au fond de moi cette espèce d'amertume et de nostalgie des flics qui m'ont raconté les enquêtes qui n'aboutissent pas. Et qui bouleversent leur vie. Et qui bouleversent leur vie. Et souvent des enquêtes liées d'ailleurs à des enfants ou des crimes de sang très violents. Les femmes et les enfants restent quand même les deux victimes. Quand les enquêtes n'aboutissent pas, c'est quelque chose qui est profondément marqué en fait, qui reste vraiment au fond d'eux-mêmes. On va revenir sur cet élément qui est extrêmement important dans la promesse. On parlait de la tempête, donc qui est vraiment un personnage de la promesse. Comment on reconstitue la tempête de 99, comme on peut la voir dans la série ? Techniquement, comment c'est possible ? C'est l'immense talent de l'équipe de déco et l'équipe d'effets spéciaux. Alors, c'est écrit, la tempête, elle est écrite dans le scénario. Maintenant, il faut pouvoir, en effet, la mettre en œuvre. Il y a de la maquette, il y a des effets spéciaux. Le passage de la tempête dans le petit village de Moliette, c'est l'équipe déco qui, pendant des jours et des jours, ont installé ces arbres arrachés, ces voitures qui sont allées chercher à la casse, écrabouillées par les arbres, les guirlandes. Mais c'est pas si facile que ça de reconstituer le passage d'une tempête, parce que justement les deux décorateurs principaux, les deux chefs déco m'avaient dit, mais en fait au départ, quand on a reconstitué le passage de la tempête, ça faisait foutoir, ça faisait brocante, et il a fallu organiser le chaos. Voilà. Et pour que ça fasse réellement un chaos et pas la brocante. Et pas la brocante. Donc c'est un vrai boulot. J'aimerais qu'on écoute un nouvel extrait. On est à l'épisode 3. Sarah Castin, qui est elle également enquêtrice, qui est la fille de Pierre Castin, elle est face au procureur. Elle est peut-être encore en vie séquestrée quelque part. Il faut qu'on se mobilise pour la retrouver. Le commandant Sambuc et son équipe ont toutes les compétences pour y parvenir. Ah bon ? Comme ils ont retrouvé Charlotte Meyer ? Écoutez, monsieur le procureur, vous avez raison. J'en fais une affaire personnelle. Parce que je connais les ravages d'une enquête qui n'aboutit pas. Les familles brisées, les questions sans réponse, les cauchemars qui n'en finissent pas. Vous voulez vraiment vivre ça, monsieur le procureur ? Une nouvelle affaire Meyer ? Ce type, à qui l'hôpital vient de sauver la vie, a sûrement fait beaucoup plus de victimes qu'on l'imagine. Il faut que ça s'arrête. Et que nos services se servent les coudes pour le coincer. J'aime beaucoup cet extrait parce que c'est exactement ce qu'on vient de dire sur ces vies brisées, évidemment des victimes, des familles des victimes, mais aussi de ces flics qui n'arrivent pas à rendre une conclusion à cette enquête, et parfois c'est des années de leur vie. J'aimerais qu'on dise un mot sur le casting d'ailleurs, parce que Olivier Marchal, qu'on a entendu dans le premier extrait, a été flic. Il est souvent d'ailleurs cantonné à des rôles de policier dans les séries aujourd'hui. Il le fait tellement bien Il le fait tellement bien. Mais alors je me suis demandé, est-ce que ça avait un intérêt, cette double carrière qu'il a menée, à la fois comédien et flic, en tout cas flic et comédien, est-ce que ça avait un intérêt pour vous, pour la promesse ? C'est-à-dire se reposer aussi un peu sur son expertise. Alors, Olivier, il a quelque chose d'assez fascinant, c'est que quand il est sur un plateau, il est comédien.
quand il est réalisateur, il est réalisateur. Quand il est réalisateur, parce qu'il joue un film qu'il réalise et qu'il joue un flic, il est les trois à la fois. Ouais. Là, il se met vraiment au service de la mise en scène et de l'intrigue. Il raconte beaucoup de souvenirs, évidemment, de son expérience personnelle. On a beaucoup d'admiration pour lui en tant que comédien, en tant que même narrateur de ses expériences passées. Mais voilà, c'est surtout le comédien qu'on voulait voir. Dans La Promesse, et vous l'abordiez beaucoup déjà dans Engrenage, il est question justement de ce lien étroit, comme on vient d'entendre dans cet extrait, entre la vie privée et la vie professionnelle. Est-ce que c'est cette fragilité de ces hommes et de ces femmes qui sont censés s'occuper de nous, c'est-à-dire s'occuper de notre sécurité et de notre justice, qui vous intéresse depuis toutes ces années ? Alors oui, exactement, parce que d'abord, en fait, on montre quand même des personnages qui sont toujours confrontés à des choses extrêmement dures, que ce soit dans Engrenage ou même ici, les disparitions d'enfants, ça reste le tabou absolu et l'échec, ça reste quelque chose qui se digère très très mal avec les années. Et c'est cette répercussion de la difficulté, des crimes et de la noirceur en fait auxquels les policiers sont confrontés, qui m'a toujours animée, que ce soit avec la capitaine Berthaud ou avec Sophia Issaidi et Olivier Marchal. Ça reste quand même les répercussions de leur métier sur leur vie privée qui, moi, m'intéressent. Et alors la répercussion de ces personnages si sombres sur votre vie, c'est quoi ? Alors ça va mieux. Merci de me poser la question. Ça n'allait pas pendant un petit moment et là ça va beaucoup mieux. Oh bah, j'ai fait quelques petits cauchemars quand même sur Engrenage. Je veux bien vous croire. C'était particulièrement sur la saison 3, parce que je me suis quand même beaucoup inspirée de l'affaire Guy Georges et de l'affaire des disparus de Perpignan. À l'époque, je coécrivais avec un commissaire qui s'était intéressé à cette histoire de près, puisqu'il avait participé dans ses recherches. C'est pas travailler sur un personnage comme Guy Georges. En plus, je suis une femme. C'est vrai que quand je rentrais chez moi, je me retournais dans la rue, clairement. Je vivais avec mon héroïne, en fait. Et alors là, dans La Promesse, il est question d'enlèvement d'enfants, ce qui est extrêmement violent aussi. Vous êtes mère de famille, donc j'imagine aussi que ça fait écho aussi à la personne qu'on est. Est-ce que vous avez réussi à prendre un peu plus de recul avec l'expérience, avec les années d'écriture ? Oui. Alors, il se trouve que, en fait, j'ai envie de dire que La Promesse, c'est un peu un condensé de toute mon expérience d'écriture du polar, parce que ça englobe à la fois une espèce de terreur assez profonde et qui date de longtemps sur les disparitions d'enfants, justement, et puis et mon goût pour le polar et cette volonté que les enquêteurs ont d'aboutir des enquêtes. Donc en fait, c'est un peu un condensé de toutes les questions qui me taraudent depuis longtemps. Sauf que là, j'ai vraiment fait un pas de côté parce que je voulais vraiment sortir de l'univers extrêmement urbain et ultra réaliste d'Engrenage et me diriger plus vers un récit plus introspectif et en lien avec la nature. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, d'écrire sur La Promesse. Beaucoup. Oui, ça permet aussi d'avoir un peu plus de recul aussi sur l'action. Oui. Je sais qu'on vous pose souvent la question, Anne Landois, mais vous n'avez jamais envisagé une carrière dans la police ou dans la justice ? Bien sûr que si, je voulais être commissaire quand j'avais 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rencontré un commissaire de police que mon papa m'avait emmené rencontrer à Palaiseau. C'était le commissaire de Palaiseau, puisque moi, j'ai grandi dans l'Essonne. Et c'était un homme qui m'avait vraiment encouragée à faire carrière dans la police. D'ailleurs, il m'avait dit « On a besoin de femmes, venez ». C'est un métier qui est aussi pour les femmes. Et j'étais fascinée par l'univers de la police. Je ne sais pas d'où ça vient, ça m'a toujours fascinée. Et puis, il se trouve que mon cœur a balancé entre la police et le cinéma, parce que j'avais aussi envie d'écrire des histoires. Et finalement, j'ai écrit des histoires policières. Donc, ce qui est pas mal, au fond. C'est pas mal. Je préfère être à cette place aujourd'hui. Je vous comprends. Je vous comprends. Est-ce que vous êtes une férue des pages de faits divers, par exemple, dans la presse notamment ? Féru, je dirais pas féru. C'est peut-être pas le mot. Non, c'est pas d'accord. Le mot. Grande lectrice. Oui, voilà. Je lis les faits divers. Oui, les faits divers m'intéressent. Mais vous êtes du genre à collectionner, c'est-à-dire à découper les articles en vous disant ça peut donner lieu à une série. Oui, bien sûr. Vous êtes créatrice de la série, La Promesse, vous êtes scénariste. Est-ce qu'on peut utiliser le terme de showrunner ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, ce que signifie ce terme de showrunner ? Bien sûr. Alors, j'étais déjà showrunner sur Engrenage à partir de la saison 5.
Showrunner, c'est quoi ? C'est un mot qui est un petit peu compliqué à comprendre en France parce qu'il n'a pas la même signification qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le showrunner, il est à la fois producteur, scénariste et chef d'orchestre en fait de toute l'équipe artistique, et j'ai envie de dire qu'il va même jusqu'à diriger le réalisateur. Et il est au montage, enfin il est partout à la fois. En France, c'est une appellation qui revêt une autre réalité. D'abord parce que showrunner, alors j'ai envie de dire, je le suis presque plus aujourd'hui que je l'étais sur Engrenage, puisque là, pour le coup, je suis vraiment coproductrice avec Vassili Clair. Nous avons créé notre société de production après la saison 6 d'Engrenage. Donc, c'est notre société. Donc, c'est mon écriture avec mon équipe d'auteurs, mais c'est notre société. Donc, j'ai envie de dire, c'est nos sous. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais showrunner sur Engrenage, puisque j'étais plus directrice artistique que véritablement showrunner, parce que c'était pas ma responsabilité de productrice, quoi. Je n'engageais pas, en fait, l'argent de mon entreprise. Alors que là, c'est le cas avec La Promesse. Là, c'est le cas. Voilà. Et donc, vous dirigez tout. Je co-dirige, personne ne dirige totalement, toute seule. J'imagine, et puis vous pouvez pas vous démultiplier par ailleurs. Mais à quoi ressemble votre scénario ? Quand je dis scénario, je parle du document en tant que tel. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Est-ce qu'il y a des didascalies ? Est-ce qu'il y a des mentions pour le réalisateur, les comédiens ou décorateurs, ou même les costumiers par exemple ? Il y a beaucoup de didascalies, c'est surtout des didascalies de décor, je dois dire, et de caractérisation des émotions des personnages. J'ai vraiment à cœur, à partir du moment où je sais que la réalisatrice et la directrice de casting vont s'emparer des textes, qu'on comprenne les personnages et tout ce que parfois les mots ne suffisent pas à exprimer. Et les didascalies sont là pour ça, pour appuyer les intentions qui sont déjà existantes dans les dialogues. Mais parfois, un réalisateur ne va pas lire le même dialogue qu'un auteur a voulu l'écrire. Et donc, c'est important de préciser dès le départ pour pas qu'il y ait d'interprétations erronées ou de fausses routes ensuite qui vont se prendre, parce que on va se retrouver avec des intentions de mise en scène qui vont être très éloignées de l'intention initiale. Vous êtes très présente sur le tournage ? En tout cas, de La Promesse, c'était le cas ? Alors non, parce que moi, mon rôle sur un tournage, contrairement à un vrai showrunner américain, j'ai envie de dire, il est assez limité pour une raison très simple, c'est que les réalisateurs chez nous sont des auteurs, et que j'insiste vraiment sur cette grande différence avec les réalisateurs américains qui sont des techniciens avant tout, et que à partir du moment où on passe la main à un réalisateur pour réaliser notre travail, le travail en amont, pour moi, c'est très important, a suffisamment été décortiqué, commenté, réfléchi, expliqué, que moi, j'ai une grande tranquillité d'esprit. Une fois que ce travail est fait et que j'ai confiance dans le travail de la réalisatrice, là, pour le coup, c'est Laure avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Après, en fait, elle s'empare, c'est elle l'auteur du film, quoi. Enfin, c'est pas elle l'auteur c'est pas ce que je veux dire. C'est que on est co-auteurs toutes les deux, mais elle est auteur de son travail de mise en scène. Et j'ai pas à lui dire où elle doit mettre sa caméra, j'ai pas à lui dire comment elle doit diriger ses comédiens. Et moi, je respecte beaucoup le travail des réalisateurs pour ça. Vous voulez pas vous... Non, je suis pas réalisatrice et ce n'est pas mon métier et je ne le serai jamais. Vous avez compris la question avant même que je la formule. J'aimerais qu'on écoute un nouvel extrait. On est dans l'épisode 4 de La Promesse. Il y a un autre mot qui revient dans les conversations. Extrait avec Laurent Deutsch qui joue le commandant Sambuc. Sarah, on a tous envie que ce soit lui. Mais les intuitions, ça suffit pas. Il faut des preuves. C'est pas la peine de me regarder comme ça, hein. J'étais là il y a 20 ans. J'ai vu ton père s'emballer, oublier les règles. On sait comment ça s'est terminé. Alors ça paraît presque paradoxal de parler d'intuition quand on est dans une enquête policière qui repose essentiellement sur des faits. Mais ça m'a suscité une question. Est-ce qu'il faut de l'intuition pour être scénariste ? Alors, il faut beaucoup de choses. Il faut, c'est pas toujours facile d'ailleurs d'avoir tout ça en même temps. Il faut de l'intuition, ça c'est sûr. Il faut de la technicité avant tout. De la technicité ? Ah oui, beaucoup. C'est-à-dire ? Ah bah, en fait, on n'écrit pas un scénario sur de l'intuition comme on fait pas le travail de flic sur de l'intuition. Hein. Il faut avoir un flic a des techniques d'enquête, un scénariste a des techniques d'écriture. Hein. On raconte une histoire d'une certaine façon, on soigne beaucoup les cliffhangers, comme vous avez pu vous en rendre compte, ou même sur les séries, même sur Engrenage. Ça, c'est un gros travail. Fin d'épisode, comme on dit en français. Ce qui nous accroche, ce qui doit normalement accrocher suffisamment le téléspectateur pour lui donner envie de rester, parce que c'est un gros boulot, ça aussi. Et une intrigue qui se raconte en 52 minutes. Il y a des règles, en fait, à suivre, hein, qui ne sont pas des règles figées, c'est pas ça, mais un personnage vit des choses, traverse des épreuves,
vit des rebondissements. Enfin, tout ça, ça fait partie des techniques à maîtriser quand on est scénariste. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'intuition parce que il y a un flair à sentir sur la façon dont les personnages... L'intuition ou l'imagination, ça va avec, sur la façon dont les personnages peuvent rebondir. Mais il y a aussi même si c'est une série plus mainstream qu'Engrenage, ça reste aussi une série très documentée. On le sent énormément sur les techniques d'enquête, sur comment on n'arrive pas à boucler une enquête aussi. Il y a aussi ce récit-là. Sur la technicité, est-ce que vous en êtes à quasiment chronométrer les séquences en tant que telles? Je vous dis ça parce que pour avoir eu cette conversation avec Eric Menzekri, le créateur de Baron Noir, il s'était amusé, lui, à chronométrer toutes les séquences de The Wire, série policière, je sais qu'elle vous a inspiré également, pour voir à peu près à quel moment se passait l'action, combien de temps on restait avec les héros, sans les héros. Est-ce que ça fait partie aussi de ce travail de technicité dont vous parlez? Tout à fait. En fait, j'ai pas chronométré le travail de David Simon sur The Wire. Bon, je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup suivi. Moi, je me chronomètre au nombre de pages. On sait qu'à peu près une page de scénario, c'est 1 minute de film. Donc, si à la 25e page, il s'est toujours rien passé... Ah oui, vous savez que vous avez passé 25 minutes. On sait que le spectateur va s'ennuyer gravement, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Mais bien sûr, en fait, tout ça, le temps, la façon dont on rentre dans le récit, ne serait-ce que le teaser avec le début de la promesse sur la disparition de Charlotte, la façon dont elle monte dans cette camionnette, ça c'est écrit, tout est écrit en fait. Il n'y a rien de ce que vous avez vu qui n'a pas été écrit à l'emplacement où ça a été écrit. Il y a une autre question qui est un peu rituelle dans Seriland. Vous allez me prendre pour une folle. Comment vous choisissez les prénoms et les noms de vos personnages? Écoutez, je vais vous faire un aveu, ce ne sont que des noms que je connais. Tous les auteurs qui sont passés par Seriland ont tous leur petit truc, quoi. Voilà. Donc là, c'est que des gens que vous connaissez. C'est que des gens que je connais, c'est que des noms qui résonnent. C'est pas forcément des gens qui sont très proches de moi, mais ça sonne bien. En fait, Charlotte Meyer, ça a tout de suite, c'est venu comme ça. Charlotte Meyer, pour cette petite fille qui a disparu et qui, je savais que ça allait être un nom et un prénom qui allait être répété, mais dans tous les épisodes et plusieurs fois par épisode. Donc déjà, il fallait que ce soit quand même assez facile à prononcer parce que sinon c'est compliqué si tout le monde s'accroche dessus. On va pas s'en sortir. Et voilà. Et Meyer, c'est un hommage au babysitter de mes enfants. Alors, voilà. D'accord pour l'hommage. Mais quand vous devez donner un prénom et un nom à l'assassin ou aux assassins de votre intrigue, est-ce que vous prenez des gens que vous détestez dans la vie ou c'est aussi des gens que vous connaissez en voulant leur rendre hommage, en les prévenant bien en amont, attention, il y a ton nom qui apparaît mais il n'y a rien contre toi? Alors, ça m'est déjà arrivé. J'ai pris une fois dans Engrenage, pour la saison 5, le nom du suspect. Il se trouve que en fait, c'est le nom d'un scénariste que j'aime bien, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, mais je l'ai prévenu. Voilà. Oui. Et il était très content. Ça lui a fait plaisir. Il m'a dit, écoute, c'est sympa. Je lui dis, ne sois pas surpris. Ça veut pas dire n'y vois aucun jugement ou quoi que ce soit. Mais en général, j'aime bien prendre des noms de gens que je connais. Sinon, je regarde aussi l'annuaire. Hein. Oui. En général, je regarde Doctolib, pour tout vous avouer. Doctolib ? Oui, parce qu'en fait, il y a plein de noms de médecins. Et en fait, c'est assez facile d'accès. Et voilà, et quand il y a des noms qui résonnent bien, je les récupère. Je regarderai toutes vos prochaines séries pour voir si vous avez mis mon prénom et mon nom de famille. J'ai un peu peur. Alors, je dois dire à Anne Landouet que j'ai un peu galéré pour trouver les extraits de la série qui ne dévoilent rien de l'intrigue, en fait. Parce que toutes les minutes, il se passe quand même quelque chose. J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait. C'est l'épisode 5, mais ça ne dévoile en rien l'intrigue. Sarah est face à la mère de la fillette disparue, donc Charlotte Meyer, en 1999. Je suis persuadée qu'il y a un lien avec la disparition de Charlotte. La police est toujours persuadée de beaucoup de choses. Mais au final, elle trouve jamais rien. Je dis pas ça pour ton père, je sais qu'il a remué ciel et terre pour retrouver ma fille. Mais ses collègues, pendant des années, nous ont baladés. Soi-disant, Charlotte était leur priorité. Tu parles. Ils ont juste fermé le dossier. Ben justement, je l'ai fait réouvrir. Je peux rien vous promettre. Mais je veux tout vérifier. Pour ça, j'ai besoin de vous. Ce verbe promettre, il est extrêmement important, évidemment, dans la promesse, mais il est aussi récurrent parce que ça fait immanquablement penser aussi à Engrenage, ce passage. Vous êtes d'accord ? Bien Il y a sûr. cette idée de promesse, de relation entre la justice ou la police et les victimes ou les accusés qui sont face à eux. Bien aussi. sûr. Ouais. En fait, il y a 2 promesses finalement dans la promesse, puisqu'il y a la promesse de Sarah Castin à son père,
Je te promets que je vais laver ton honneur et puis je vais faire le travail que tu n'as pas réussi. Je vais prouver que tu avais raison. Et il y a aussi la promesse de Pierre Castin faite à la maman famille. de Charlotte qui dit « Je vous promets qu'on va la retrouver ». Et en fait, c'était très important pour moi d'avoir ces 2 promesses à 20 ans d'intervalle parce que j'ai beaucoup appris de la part de la police que les flics ne promettent jamais. Et alors, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Les flics ne peuvent pas promettre parce qu'ils ne savent pas s'ils vont aller au bout. Et ne pas honorer une promesse, c'est quelque chose de terriblement dévastateur pour eux. Et c'est ce fil-là, en fait, qui est tiré dans la promesse. Mais alors, je me suis posé une question. Cette phrase, je vous promets, qui évidemment, quand j'ai regardé la fiction, m'a choquée parce que je me suis dit, mais jamais aucun flic ne promettrait à une famille de retrouver son enfant qui a disparu. Mais je me suis dit, peut-être que c'est une phrase qu'on prononçait il y a 20 ou 30 ans dans la police et qu'on ne prononce plus aujourd'hui. Sûrement. Il faut aussi considérer une chose, c'est qu'on est dans le contexte d'une tempête. Oui. Et que Pierre Clément, excusez-moi, vous avez vu, j'ai dit Pierre Clément, qui est quand même l'avocat d'Engrenage, donc je ne suis pas encore complètement sortie d'Engrenage. Mais vous savez, vous faites votre deuil en tant que spectatrice, mais moi aussi en tant qu'auteur. C'est pas facile de se dégager de ces personnages. Donc Pierre Castin, en fait, quand la mère de Charlotte vient le voir en lui disant « ma fille a disparu », quand il dit « je vous promets qu'on va la retrouver », pour lui, c'est pas grave à ce moment-là. Ça le devient peu à peu quand il dit il y a un truc qui me chiffonne dans cette histoire, il y a un truc qui va pas. La tempête ne peut pas tout expliquer. Et à partir de là, il change de registre. Mais la façon dont il dit je vous promets, c'est parce qu'il mesure pas en fait le danger et la gravité de la situation à ce moment-là. Alors, je vais vous replacer dans Engrenage, Anne Landois. Je suis désolée, mais donc vous avez compris ma ma fanitude absolue avec cette série. Votre aventure, Engrenage, elle a débuté en saison 3. Oui. Vous travaillez alors avec un certain Simon Jablonka. Bien sûr. Qui signe avec vous la promesse. Exactement. Et alors, Simon Jablonka, il racontait à votre sujet, sur la saison 3 d'Engrenage, Anne inventait des histoires de découpeurs d'utérus alors qu'elle était enceinte. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Ça m'a effrayée. Alors oui, c'est vrai. Mon fils va bien, je vous rassure. Mais oui, en effet, oui, la saison 3, c'est la saison avec Ronaldo qui enlève des filles et qui leur coupe les seins et l'utérus. C'est adapté d'une affaire réelle, puisqu'il s'agit quand même de l'affaire des disparus de Perpignan. Tueur qu'on a arrêté quand même des années après, bien après que nous, on ait fait la saison 3. Et oui, en effet, je baignais dedans, dans cette histoire-là, quand j'étais enceinte de mon 2e enfant. J'avais déjà une petite fille à l'époque. J'ai réussi à faire la part des choses. Je suis pas. J'espère que ça va pas traumatiser mon fils, mais ça a pas l'air. Mais oui, c'est mon métier en même temps. Oui. Voilà. Ça a traumatisé Simon Jablonka en revanche. Voilà, c'est ça. Mais pas tant que ça, puisque finalement Simon, il a quand même écrit aussi avec moi. Il était aussi sur les saisons 4, 5 et 6 d'Engrenage, et il est venu aussi sur La Promesse. Voilà, c'est un collaborateur très proche. La Promesse, c'est aussi quelque part un bout de cette équipe d'Engrenage. Oui. Que vous avez embarqué avec vous dans cette nouvelle aventure. Exactement, puisqu'il y a aussi Gaël Bélan qui a travaillé avec moi sur la saison 6 d'Engrenage. Donc il y a Simon, bien sûr. Thomas Finkielkraut, avec qui je n'ai pas travaillé sur Engrenage, mais qui, lui, a travaillé sur les saisons suivantes. Et puis... et qui a travaillé aussi sur Baron Noir, et qui a travaillé aussi sur Baron Noir, exactement. Et puis Laurent Mercier, qui, lui, qui n'avait travaillé ni sur Engrenage et ni avec moi, et que j'ai découvert sur cette série avec grande joie. J'ai choisi 2 extraits d'Engrenage, Anne Landois. Un premier de la saison 3, c'est un dialogue entre Laure Berthaud et Gilles Escoffier. Je peux pas imaginer le boulot sans toi. C'est ça le problème. C'est que tous les deux, c'est un peu le boulot, quoi. C'est bien, c'est super. Mais tout le temps ensemble, mais... tu fais des conneries, je viens te chercher, je te borde. Alors quand c'est moi qui déconne, c'est toi qui me borde, et là. C'est normal. C'est rassurant, mais c'est pas bien. T'as besoin de faire ta vie, moi j'ai besoin de faire ma vie. Anne Landois, je vais vous lire la question que j'avais écrite sur ma page, à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu. Est-ce que ces personnages si forts ont continué à vous hanter longtemps après ? Ah bah oui, et comment ? Bien sûr, oui, j'ai passé 10 ans avec eux, donc et j'ai enchaîné les saisons. Une saison s'arrêtait, et je passais directement à la suivante. J'ai rien fait entre. Engrenage, c'est 10 ans de ma vie, et comme je le dis assez régulièrement, quand j'ai commencé Engrenage, ma fille avait 6 mois, et quand j'ai terminé, elle avait 11 ans.
Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a hanté beaucoup de nuits, mais j'ai pris un réel plaisir à travailler sur ces intrigues. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec les consultants, avec mes co-auteurs, avec toute l'équipe et avec les comédiens. Et Caroline Proust aussi raconte avec beaucoup d'émotion dans le documentaire qu'elle a fait sur Canal+, qu'on a pu voir. Oui, qui est absolument magnifique et très touchant. En plus, elle parle avec beaucoup de délicatesse, alors que c'est plutôt un personnage qui râle beaucoup et qui est toujours un peu sous tension dans la série. Mais là, elle le dit avec beaucoup de douceur et beaucoup de recul, c'est que ça l'a habité, mais ça nous a tous habités. On a grandi ensemble. Moi, c'est comme ça que je raconte les choses sur Engrenage. On a, même avec Canal+, avec toute l'équipe, tout le monde a grandi avec Engrenage. On a appris presque plus notre métier sur cette série qu'en allant travailler à droite à gauche sur des projets différents. Et oui, ces personnages ont continué de me hanter. J'ai eu du mal à m'en séparer. C'est une addiction que j'ai eue à l'écriture. Et il a vraiment fallu que je fasse... que je prenne le large. Et surtout qu'en plus, je continue d'écrire des séries policières. Donc, et alors, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait de fortes similitudes entre Laure et Gilles qu'on vient d'entendre, par exemple, et puis les personnages de La Promesse. Je pense notamment à Pierre et à Sarah. Pour moi, Pierre et Gilles, donc en l'occurrence Olivier Marchal et Thierry Godard, se ressemblent beaucoup, je dirais, psychologiquement et même physiquement dans le, c'est marrant, dans le pas rapport. Fait le rapprochement. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas du tout pensé? Jamais, mais jamais. Et vous trouvez que j'ai tort? Je sais pas trop. Vous avez le droit de dire oui. Hein, non, je dirais pas que vous avez tort. Je dirais que vous avez peut-être vu quelque chose que j'ai voulu mettre sous le tapis. J'en sais rien. Bon, il y a quand même un écart d'âge. Il est père de famille en fait, Marchal. Donc ça change tout. C'est vrai que c'était surtout la thématique de la famille et de la réparation du passé qui m'intéressait dans La Promesse. Mais quand je dis ça, je dis aussi que j'ai toujours pensé à Engrenage en termes d'histoire familiale aussi. Eh oui. Je me suis toujours figuré que c'était une famille recomposée, les personnages d'Engrenage. Donc, le thème de la famille, je pense que c'est une thématique qui est présente dans mon écriture. Et si je ne me trompe pas, Laure Berthaud tombe enceinte sous vos mots? Oui, bien sûr, elle tombe enceinte sous mes mots. Ouais, tout à fait. Travailler des personnages, c'est quoi? C'est travailler des émotions avant tout? Ah oui, beaucoup. Ouais. Des émotions, des parcours d'abord. Surtout des parcours. C'est-à-dire que vous imaginez leur vie? J'imagine leur vie, pas avant. J'imagine leur vie maintenant. D'accord. Voilà. Je fais partie des scénaristes qui détestent écrire des bibles. J'écris jamais de bible, en fait. Parce que quand on écrit une bible, c'est surtout on parle surtout du passé, de ce qui a constitué les personnages. On se rassure, en fait, c'est ça? Oui, on se rassure. C'est très facile de constituer le passé d'un personnage. Ce qui est difficile, c'est d'en parler aujourd'hui et surtout d'en parler dans 6 épisodes ou 12 épisodes. C'est l'évolution du personnage, en fait, qu'il faut travailler, c'est sa psychologie et c'est ça qu'il faut nourrir. Le grand enjeu pour un scénariste et son grand défi, c'est de pouvoir tirer cette ligne psychologique le plus longtemps possible et avec le plus de rebondissements possible. En fait, on fait mûrir un personnage, on le fait grandir, quoi. Alors que quand on écrit une Bible, en fait, il est déjà grand, j'ai envie de dire. Alors que non, c'est un personnage, c'est toujours des personnages en devenir qu'on écrit. Il y a le portrait robot et après ce qu'on en fait Exactement. par la suite. Je voudrais qu'on passe à notre extrait d'Engrenage. On va quitter les problématiques personnelles pour des considérations plus politiques, mais moi qui m'ont énormément intéressée aussi dans Engrenage, avec un personnage que j'adore, le commissaire Herville. Ici, on fait une autre police, hein. On lutte pas contre la criminalité, on vide un océan de merde à la petite cuillère. Misère humaine, pauvreté, échec scolaire, radicalisation... Tout y est, c'est le 9-3. Ouais, vous avez voulu la Seine-Saint-Denis, vous l'avez. Ouais. Mais l'avantage, c'est que les patrons me font pas chier et personne viendra ici pour me piquer mon poste. Est-ce que vous vous souvenez du contexte quand vous écrivez cette saison et cette scène notamment? Ah oui, ça c'est sûr que je m'en souviens très très bien. Alors en fait, c'est le début de la saison 6. Le commissaire Herville a été muté dans le 93 parce que il a choisi ses hommes au détriment de sa hiérarchie dans la saison 5. Et c'est un personnage, là encore, qu'on a vraiment fait grandir, parce que quand il arrive en saison 4, il a vraiment tous les attributs du patron antipathique, misogyne. Il est détestable. On a envie de le baffer. Oui. Nicolas Briançon est un comédien. Pour rester poli. Nicolas Briançon est un comédien qui incarne mais merveilleusement bien ce personnage très haut en couleur, grande gueule. Donc ça, c'est un truc qu'on a voulu continuer de creuser parce qu'on s'est dit, non mais incarné par Briançon de cette façon. Donc saison 4, il est détestable. Saison 5, il se rend compte que être flic,
sur le terrain, c'est ça, la police. C'est pas lui dans les bureaux, dans les ors de la République, à faire des ronds de jambes, puisque de toute façon, on lui a fait croire que c'était ça, mais ça on l'a lâché en cours de route aussi. Hein. Et saison 6, il va faire son boulot de flic dans un territoire qui est dévasté, où la délinquance et la criminalité atteignent des taux records, où il n'y a pas de moyens, où il y a une population extrêmement mélangée. Toutes les difficultés sont en Seine-Saint-Denis, ce qui est une réalité de la police, il ne faut pas le nier non plus. Et quand j'ai voulu travailler en fait sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis, j'ai suivi en fait l'un de mes consultants qui, lui, était commissaire dans le 18e arrondissement et qui a été nommé chef de district en Seine-Saint-Denis quand je terminais la saison 5. Et il est nommé Herville à la fin de la saison 5, de même que mon consultant est nommé en Seine-Saint-Denis pratiquement au même moment. Et je me suis inspirée de lui et je lui ai dit, vas-y, maintenant, t'es en Seine-Saint-Denis, raconte. Alors, ces experts dont vous parlez, qui ont été essentiels pour l'écriture d'Engrenage, est-ce que pour La Promesse, vous les avez réutilisés ou en fait vous avez acquis maintenant une expertise telle que vous n'avez plus besoin de flics et de magistrats autour de vous pour des séries ? Alors non, on a toujours besoin d'avoir des experts à ses côtés. Évidemment, il y a des choses dans La Promesse qui viennent aussi d'expertise beaucoup plus lointaine, notamment sur les disparitions d'enfants, parce que j'avais bossé à l'époque avec une criminologue belge qui s'appelle Karine Hutseboot, et d'ailleurs pour un téléfilm que j'avais fait pour TF1 il y a 20 ans. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, mais j'avais adoré ce travail avec elle. Et elle a beaucoup nourri aussi ce travail 20 ans après. Maintenant, sur le travail policier, ce consultant dont je vous parle, qui est passé du 18e en Seine-Saint-Denis, était aussi mon consultant sur La Promesse. Exactement. On se connaît bien, j'aime son travail. Maintenant, il est devenu délégué général d'un syndicat de commissaires. Donc, il a un poste beaucoup plus politique. Mais par contre, il m'a beaucoup accompagnée parce que dans La Promesse, il y a cette double temporalité, mais qui raconte aussi une police en 99 qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Exactement. À l'époque, en 99, on ne fait pas de bornage de portable. Toute cette technique-là, elle n'est pas aussi développée. En 99, c'est après l'arrestation de Guy Georges. Guy Georges est arrêté en 95. Le fichier des empreintes génétiques, il est très jeune. C'est Gilbert Thiel, en fait. C'est grâce à Gilbert Thiel qui était mon consultant aussi sur Engrenage, que ce fichier existe en France. Mais donc, en 99, en fait, ce sont les balbutiements à la fois de l'ADN, du fichier, de la police par bornage de portable, etc. Donc, en fait, c'est aussi tout ce qui explique le fait que cette petite Charlotte Meyer n'a pas été cherchée et n'a pas été trouvée dans les conditions dans lesquelles elle le serait certainement aujourd'hui. Et je ne parle même pas des affaires de disparition d'enfants qu'on connaît tous en France et qui ont aussi malheureusement pâti des manques de moyens de la police à l'époque, qui n'étaient pas dus au manque de moyens stricto sensus, mais qui étaient dus au manque de moyens techniques que la police n'avait pas, tout simplement. En vous écoutant, on prend l'importance des anachronismes auxquels il faut faire attention dans les séries policières, parce que vous pouvez vraiment passer à côté de votre sujet avec un bornage de téléphone à une période où ça ne pouvait pas être possible. Exactement. En 99, ça n'existait pas. Anne Landois, vous me disiez, on parle d'enfants depuis le début. Vous avez 2 enfants. Est-ce qu'ils sont en âge de regarder des séries ? Oui, alors ils ont regardé La Promesse. Je ne leur ai pas montré encore Engrenage. Mes enfants sont jeunes, ils ont 11 et 13 ans. Oui, c'est un peu jeune pour Engrenage encore. Voilà, c'est un peu jeune. Mais ma fille, je pense que là, comme elle m'a avoué qu'elle s'était envoyée les 7 saisons de Homeland, je pense que c'est bon maintenant, Engrenage. C'est bon, elle peut le regarder. Mais La Promesse, ils l'ont vu récemment, là, en fait, tous les deux. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils pensent du travail de maman en tant que scénariste ? Mais ils sont fiers de maman, bien sûr. Bon, après, il faut dire que dans ma famille, je parle beaucoup de ce que je fais, je parle beaucoup de mon travail. J'ai un peu besoin d'évacuer, de parler. J'ai un compagnon qui est très attentif, qui m'aide beaucoup, et les enfants qui, en fait, je continue de beaucoup me documenter. Et quand je vois des flics ou quand j'assiste à des procès, comme c'est mon cas en ce moment pour une autre série que je développe pour Canal, c'est vrai que le soir, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, il a été condamné à combien ? En fait, on vit un peu avec les personnages de maman à la maison. Et là, vous êtes en train de me dire, vous êtes encore sur le terrain ?
parce que Oui. vous êtes toujours avide de ça, d'aller voir dans les détails comment ça se passe. Tout à fait. Parce que là, j'imagine que vous pouvez pas tout nous dire, mais le projet sur lequel vous travaillez, c'est l'adaptation du procès auquel vous assistez, ou ça n'a rien à voir, où vous avez besoin de vous nourrir d'un procès? Je me nourris d'un procès en particulier, qui est terminé. C'était cet été, de certains protagonistes aussi qui ont participé à cette entreprise illégale, on va dire. Et voilà, et je suis toujours très en lien avec le 93. C'était un projet que je développe pour Canal, qui avance. C'est long parce que installer une nouvelle série récurrente sur une chaîne, c'est pas évident. Il faut éviter de faire ce qu'on a fait déjà, et il faut éviter de faire ce que les autres ont fait ou sont en train de faire. C'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un film, notamment, qui vous a marqué quand vous étiez beaucoup plus jeune. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune ou l'oubli. David. César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Extrait de César et Rosalie, et cette lettre de Romy Schneider à Sami Frey. Je crois que c'est un film qui vous a beaucoup marqué quand vous étiez adolescente. Alors, énormément, et c'est très étonnant que vous ayez choisi cet extrait-là, parce que c'est une lettre qui, je crois que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, quand j'ai découvert César et Rosalie, j'étais en 5e, et je voulais envoyer à un amoureux que j'avais en Angleterre une lettre écrite en anglais et inspirée de la lettre de Romy Schneider à Sami Frey. Et j'avais demandé à mon prof d'anglais de m'aider à la traduire. Et il m'avait dit, d'abord tu la traduis et après je te corrige. Et je l'ai traduite toute seule et je lui ai pas fait corriger et je l'ai renvoyée telle quelle. Et l'amoureux anglais, qu'est-ce qu'il a répondu? Rien. Non, c'est mais dégueulasse. C'est pas possible. Non, alors plus sérieusement, Anne Landois, il est dégueulasse votre correspondant anglais. J'espère que s'il nous entend, il le comprendra. J'ai cru comprendre que vous avez une passion donc pour Romy Schneider et Patrick Devers aussi. Oui, exactement. Deux êtres que je qualifierais de cabossés, avec des blessures, des fragilités. Mais est-ce que vos personnages, finalement, ils leur ressemblent pas? C'est vrai. J'avais pas tellement fait le lien, en fait, avec Patrick Devers. Alors, Romy Schneider, oui, c'est sûr. C'est vraiment cette comédienne en particulier qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. Enfin, d'écrire. Pas de faire du cinéma. Au début, je disais ça parce que quand j'étais jeune, je voyais pas la possibilité d'écrire des séries. C'était pas possible. Mais très vite, j'ai eu envie d'écrire des scénarios. Et il y avait quelque chose qui me plaisait à la fois chez cette comédienne qui incarne quand même toujours des héroïnes tourmentées. Elle a toujours un personnage comme ça, toujours blessé. Elle allait chercher ses émotions vraiment au plus profond d'elle-même. Et les films de Claude Sautet, qui pour moi étaient des films qui en fait parlaient du monde des adultes. Et j'avais l'impression qu'étant enfant, j'avais pas tellement la clé pour comprendre le monde des adultes. Moi, j'ai vécu, et je pense qu'on est plusieurs de notre génération à avoir vécu une vraie séparation entre le monde des adultes et le monde des enfants, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et je vois bien la façon dont moi j'élève mes enfants et dont les amis de mes enfants ont comme relation avec leurs parents. Avant, la séparation était beaucoup plus nette. Et les films de Claude Sautet, je pense que ça a été une porte pour moi pour rentrer dans ce monde un peu mystérieux du monde des adultes. Et alors, on parle de cinéma, mais est-ce qu'il y a des séries qui vous ont influencé, qui vous ont marqué aussi, qui vous ont donné envie de faire ce métier? C'est arrivé plus tard, les séries, parce que les séries qui m'ont vraiment marqué, j'étais déjà scénariste, et c'était les séries de HBO des années 2000, qui comme The Wire, beaucoup de notamment. mes confrères, The Wire, Les Sopranos, New York Police Blues aussi au début, beaucoup, qui a été quand même la première claque en matière de séries policières, où il y avait là la possibilité de parler surtout des failles des personnages. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et j'ai toujours voulu creuser les imperfections. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime chez les héros de séries qui, je me suis dit, oh là là, c'est génial, ça c'est possible de faire ça. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de nouveau dans ce métier, quoi. Est-ce que vous avez beaucoup changé au fur et à mesure de ces années d'écriture et à côtoyer tous ces personnages? Est-ce que ce travail que vous faites sur l'intime, au fond, il vous a aussi bouleversé, vous, dans votre intimité?
Oui, parce que je pense que quand on fait ce métier, aussi bien que quand on voit les comédiens en parler, et je lisais pas mal d'interviews de Sophia Essaidi qui parle de La Promesse et où elle dit que pour jouer, elle est allée chercher aussi dans ses blessures. Je pense qu'en fait, on fait tous ce travail, tous, qu'on soit comédien. À partir du moment où on parle de l'intimité, qu'on soit romancier, comédien, scénariste, à un moment où on écrit, où on joue, on est obligé d'aller chercher quelque chose au fond de nous. Qui ensuite est transformé parce que Sarah Castin c'est pas Sophia Essaidi et Sophia Essaidi c'est pas moi non plus et Pierre Castin c'est pas moi non plus, mais il y a une part de moi partout, dans tous les personnages, aussi bien dans Engrenage d'ailleurs, il y avait une part de moi même chez les voyous, il y a une part de moi-même, en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est la fragilité des êtres humains, en fait, qui m'intéresse. Et je trouve que c'est aussi pour ça qu'on regarde les séries. C'est aussi pour retrouver une sorte d'universalité dans les sentiments, pour se dire que, bah oui, on n'est pas tout seul à vivre ça. Voilà. Alors, on fait pas tous du trafic de drogue, mais finalement, la façon dont les gens font du trafic de drogue, derrière, il y a toujours des êtres humains. Voilà. Et est-ce que vous continuez à chercher à comprendre pourquoi vous vous intéressez autant au monde de la police et de la justice ? Ou vous avez trouvé la réponse et... Oh, j'ai certainement plein. Tant pis. Non, oui, alors non, je cherche pas. En fait, pour tout vous dire, j'ai une attirance pour les flics et pour les voyous. Voilà, ma base c'est ça. Et je me demande si aujourd'hui ça fait beaucoup de monde déjà. Ça fait beaucoup de monde. Non, ça, j'ai presque envie de dire que ça suffit à mon univers, quoi. Et... Mais alors, ça veut dire que vous vous imaginez pas en train d'écrire, par exemple, une comédie ou un drame qui serait loin de cet univers de la police et de la justice? Alors si, pourquoi pas, mais c'est pas naturellement vers cet univers que j'ai envie d'aller. Les comédies me font rire. Je pense que ça demande beaucoup de technique aussi d'écrire une comédie, peut-être encore plus que d'écrire du polar et des intrigues complexes, certainement. Je m'y suis jamais vraiment essayée. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai toujours des histoires à raconter du côté de la police, des avocats ou des voyous. Voilà, mais c'est le travail que je fais en ce moment. Alors, on a bien compris que vous travaillez sur un projet pour Canal+, pour une série qui, a priori, qui aura quand même le monde judiciaire comme décor. Est-ce qu'on pourrait avoir la chance de revoir Sarah Castin dans une saison 2 de La Promesse ? Alors, écoutez, c'est possible. Je peux rien dire pour l'instant parce que d'abord, il faut voir comment les téléspectateurs accueillent cette nouvelle série. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que c'est une écriture certes très différente d'Engrenage, mais c'est quand même une écriture assez complexe qui ne correspond pas tellement à tous les formats qu'on a pu voir sur TF1. Qui font par ailleurs aussi des succès d'audience, mais on a eu une très grande liberté en fait, à la fois dans la narration et aussi dans la mise en scène, parce que Laure de Butler, elle a fait un travail sur la mise en scène qui lui est très propre, très intime aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de sobriété dans ce qu'elle a fait. On a eu une grande liberté en fait, toute l'équipe. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est la gravité de ces personnages, c'est la gravité de Pierre Castin, c'est la gravité de Sophia Essaidi, alias Sarah Castin. Il est possible que si jamais les téléspectateurs sont au rendez-vous, on puisse se projeter dans une autre... on ne sait pas quoi encore, mais en tout cas, nous, on est prêts à y réfléchir et bien sûr, TF1... le développerait avec nous avec grand plaisir, je le sais. Pardon pour cette question, mais vous avez insisté sur le fait que vous avez eu beaucoup de liberté à faire La Promesse. Vous aviez un doute là-dessus quand vous avez su que ça serait pour TF1 ? Alors, c'est pas quand j'ai su que ça serait pour TF1, puisque j'ai proposé ce projet à TF1 avec cette double temporalité, la narration sur 20 ans et les méandres en fait du passé qui venaient éclairer le présent, mais de façon très déconstruite. Et quand je l'ai proposé, je ne savais pas si ça allait être accepté. Parce qu'il n'y avait pas de linéarité dans la narration, parce qu'on passait d'une époque à l'autre sans qu'on voulait mettre 1999, 2019. Et j'avais un petit peu peur de ça. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous suivre là-dessus ? Et en fait, ils nous ont suivis sans aucun problème. Ils ont adhéré complètement au projet, à cette double temporalité qui, pour eux aussi, était une forme assez nouvelle de raconter des histoires. Et voilà. Et en fait, on est parti. L'écriture a été... je peux pas dire simple parce que c'est complexe d'écrire quand même comme ça. On était une équipe de 5 auteurs, mais on a été agréablement encouragés en fait dans cette idée de complexité narrative.
Peut-être parce que les téléspectateurs aussi commencent à apprendre à regarder les séries sûre. autrement. Exactement. Grâce aux séries comme Engrenage, grâce aux séries comme La Promesse qui est diffusée actuellement sur TF1 et qui est disponible sur la plateforme Salto. C'est la nouvelle plateforme de visionnage. Merci beaucoup Anne Landois pour cet entretien. Merci à vous. On est très heureux de vous avoir reçu, d'avoir parlé de La Promesse et d'avoir reparlé évidemment d'Engrenage. Vous imaginez pas à quel point on est. Mais moi, ça me fait plaisir aussi, je vous rassure. Alors tout va bien, tout va bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Sérieland vous attendent. Dans le premier, nous regarderons comment les séries évoquent la représentation des personnes LGBT+. Et dans le second, nous aurons la chance de recevoir un scénariste, réalisateur et producteur de talent, Alain Capoff. On lui doit Scène de ménage, Kaamelott, En famille ou encore Caméra Café. Un homme très rare dans les médias qui a accepté de venir nous parler de son métier. Sérieland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli qui s'envole vers d'autres horizons. Un immense merci Adèle pour avoir permis la naissance et le développement de ce podcast. Il restera notre enfant, notre bébé Yoda, à tous. Bienvenue à Timothée Magot qui reprend les rênes de ce podcast. Sérieland est réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Mélutin, Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook Sérieland est là pour ça. Et puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Faites-nous briller. Mais attention, dans Sérieland, il y a une règle et une seule qu'on a essayé d'appliquer aujourd'hui. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.